Salut YouTube, ici Pauline Léniaud, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Irène Olzac, CEO et créatrice du magazine Paulette. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Léniaud et j'ai lancé cette chaîne YouTube avec un podcast pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même au travers d'interviews inspirantes de personnalités toutes plus incroyables les unes que les autres. Et c'est vraiment le cas aujourd'hui avec Irène. Laissez-moi vous raconter son histoire. Mais avant qu'on commence, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dites-vous que des interviews, j'en publie beaucoup. Il y en a une fois par semaine et du coup, ça serait trop dommage que vous passiez à côté. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, je serai contente, vous serez content, mes invités seront contents et on aura encore plus de bonheur. Alors, qui est Irène Olzac? Elle est, comme je vous le disais, la CEO et fondatrice de Paulette. Et c'est assez fou quand on y pense parce qu'en fait, rien ne l'a prédestinée, comme il nous l'expliquera dans l'épisode, au monde des médias. Elle est née en banlieue d'une maman turque qui parlait pas un mot de français quand elle a débarqué en France. Et en plus, elle fait des études d'art, pas du tout de business. Et pourtant, elle lance toute seule, à 23 ans, le magazine Paulette, qui deviendra franchement une référence dans le domaine des magazines féminins, en plus en étant hyper précurseur, puisque comme vous le savez, Paulette est un magazine vraiment très engagé sur notamment les sujets de diversité et de féminisme. Je peux vous dire qu'Irène, elle était quand même sacrément en avance sur son temps, parce que Paulette est quand même sortie en 2009. Dans cet épisode, on a parlé donc évidemment de comment elle avait lancé Paulette, alors qu'elle n'avait aucun réseau et aucun moyen pour le faire, comment elle a développé l'activité, mais aussi toutes les autres boîtes qu'elle gère, puisqu'elle en a lancé beaucoup, vous allez voir dans le courant de l'épisode, et comment elle s'organise justement pour multiplexer autant tout en gardant sa créativité et puis aussi, il faut le dire, quand même une bonne santé. Parce que justement, ce que j'ai trouvé particulièrement touchant et inspirant dans cet épisode, c'est que Irène est quelqu'un qui se livre entièrement avec beaucoup de sincérité et vous allez voir, et je vous invite à écouter l'épisode jusqu'au bout, non, Irène n'est pas une Wonder Woman et c'est pour ça qu'on l'aime. Elle avoue qu'elle est passée par des moments difficiles et qu'elle s'en remet petit à petit. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Irène Olzac. Salut Irène. Hello. Je suis hyper contente de te recevoir. Merci beaucoup d'être venue. Merci de m'accueillir, je suis ravie d'être là. Irène, alors comment commencer cette interview? Ça va pas être facile parce que tu es sur tous les tableaux. À tel point que je me suis d'ailleurs dit qu'on allait peut-être commencer par ça, si ça te va. Parce que 11h11, ESO Project, Hacker, Paulette Mag, enfin, je veux dire, il y a un moment donné où, tu vois, j'ai été faire un peu mon travail et j'ai été sur LinkedIn regarder ton profil pour préparer cette interview, notamment. Et là, je vois en fait que tu as non pas une vie, mais 10 vies. Et je me dis, mais à un moment donné, comment est-ce que tu t'organises? Et donc, peut-être ma première question, c'est qu'est-ce qui fait que tu te lances dans un nouveau projet, puisqu'il y en a quand même un certain nombre maintenant? Écoute, souvent, le premier moteur, ça va être une rencontre parce que aucun de mes projets, je l'ai fait toute seule. Je suis toujours accompagnée d'associés ou de partenaires et ça, c'est quelque chose qui fait que ça désacralise un petit peu le côté multi-projet. C'est qu'en vrai, tu fais rien vraiment tout seul. Tu es tout le temps avec des gens, que ça soit une équipe ou des associés. Et donc déjà, je casse le truc de la nana qui porte tout toute seule. Non, Non, mais t'as raison, c'est vrai, c'est important. Ça, c'est important de le garder en tête. Et ensuite, que ça soit... Bon, alors Paulette, c'est sûr qu'on y reviendra, mais c'est un projet d'un bout de vie, d'un gros bout de vie. Et ensuite, les autres projets, c'est vraiment des amis ou des connaissances et des moments de ma vie où ça sonnait tellement juste que dire non à l'opportunité de ce projet, c'était comme ne pas être aligné, quoi. Et ils sont arrivés à des moments et à des timings qui étaient juste parfaits. Donc, j'ai même pas écouté ni la peur, ni quoi que ce soit. Et je me suis dit, let's go, on tente. Qu'est-ce que t'as à perdre? Enfin, rien. Et ça sonnait juste. Donc, voilà. Tu pourrais me parler, par exemple, du dernier projet, justement, que tu as lancé. Ouais. En gros, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, 11h11 Holistic Project, c'est un projet autour de l'holistique et du bien-être. C'est la reconnexion entre le corps et l'esprit via un studio de wellness, donc avec du pilates, de la méditation, des soins énergétiques en tout genre. Et là, c'est une amie à moi, sophrologue, qui me fait part fin 2019 de son envie de faire un pop-up store, mais de ses peurs à se lancer, parce que elle a été à son compte en cabinet, mais c'est vrai que là, elle avait envie de mélanger plein de choses, plein d'inspirations. C'est quelqu'un qui avait vécu pendant plus de 10 ans à Los Angeles et qui est toujours curieuse sur tous ces domaines du bien-être. Et à ce moment-là, moi, dans ma vie, je viens tout juste de me séparer d'une très longue histoire qui a duré 15 ans. Je suis un peu
en 1000 morceaux émotionnels et en même temps très dans cette envie de me faire du bien. Et au moment où je lui dis, mais attends, ça peut être hyper simple, tu fais ci, tu fais comme ça. Enfin, je commence à la coacher, mais naturellement, pour la motiver. Elle me dit, écoute, je me sens de le faire si tu le fais avec moi. Et là, Tu dis, alors c'est mon 8e projet, donc... Non. Et du coup, je la regarde et je me dis, mais oui, parce que ça avait pas l'air si compliqué, parce elle était déjà dans un espace qui pouvait être exploité. Et finalement, ça paraissait simple, même si en soi, rien n'est simple. Et du coup, j'ai dit, bah, tu sais quoi, let's go. C'était dans mon besoin personnel. Et du coup, je me suis dit, on y va. Et on a lancé ça courant 2020, donc en plein confinement. Et je me rappelle, parce qu'on a créé l'Instagram le 4 avril 2020, donc 4-4-2020. J'aime bien la puissance des chiffres et ce projet, il s'appelle 11h11. C'est aussi pour sa symbolique, c'est cette petite heure miroir, synchronicité qui dit que tu es exactement à l'endroit où tu dois être au moment où tu l'es et d'accepter que voilà, tout est parfait et c'est l'alignement finalement. Là, c'est 11-11, c'est barres, c'est traits. Et du coup, on a lancé ça, on est sorti du premier confinement, on a fait tous les travaux nous-mêmes dans l'endroit, on a préouvert le studio juste avant l'été pour accueillir des premières personnes. Et puis ensuite, en septembre, avant d'être reconfiné en octobre-novembre. Et finalement, se retrouver à devoir fermer le lieu parce que en janvier 2021, parce que l'immeuble avait été revendu et le propriétaire ne s'en sortait pas. En plus, il y avait principalement que des entreprises dans l'immeuble où on était. Donc du coup, aujourd'hui, c'est un projet qui vit avec un nouveau lieu, mais qui n'est pas complètement le nôtre, en attendant de trouver le lieu. On est en pleine recherche là en ce moment, et qui vit aussi en digital, puisqu'on a beaucoup de cours en ligne. Donc voilà, mais qui continue, dans lequel je crois beaucoup et qui a un très gros potentiel. Donc je m'y investis pas mal. C'est intéressant parce que du coup, en fait, toi qui es entrepreneur depuis maintenant un certain nombre d'années, en fait, tu revis les débuts régulièrement, quoi, quand même, malgré tout. Et alors, tu le vis comment ? C'est excitant, c'est saoulant. Enfin, moi, je peux me dire, est-ce que j'aurais envie, tu vois, de repartir avec mon bâton de pèlerin ? En même temps, d'un autre côté, tu as déjà vécu tellement de choses que tu vas plus vite, forcément. Sûr. En fait, c'est plein de choses à la fois. C'est certain que, évidemment, il y a une part d'excitation, sinon tu n'y vas pas. Et d'aller vers des domaines inconnus que tu n'as pas encore touché du doigt. Et puis vraiment, cet appel très personnel, au final, qui fait que tu t'y lances. J'y vais pas juste parce que je vois une opportunité de business et que je me dis, il y a du cash à faire, même si c'est tout à fait louable comme motivation. Moi, j'y vais parce que je sens que ça va venir... combler quelque chose aussi que j'ai envie de travailler déjà de base sur moi, ou que je suis déjà en train de travailler et que je vais pouvoir y amener une vraie plus-value de par mon expérience et que ça va me nourrir en apprentissage. Et ensuite, oui, bien sûr qu'on va plus vite parce qu'il y a plein de choses qu'on a appris dont on peut se servir. Donc ça, c'est très agréable de voir qu'on peut mettre en pratique notre expérience. Et il y a un côté, évidemment, quand quelque chose roule déjà, ce qui est un peu plus le cas sur Paulette, on a beaucoup d'automatismes où il y a des gens qui travaillent avec nous. Tu dis, on va faire ça, le truc, il est fait tout de suite par plein de gens. Et là, tout d'un coup, t'es que 2. Donc, du coup, tu dis, on doit faire un site, on doit faire ça. Et puis, tu dois remonter les manches et le faire toi-même. Mais c'est intéressant parce que du coup, ça questionne vraiment ta motivation profonde, je trouve. Parce que justement, tu ne tiens pas trop quand elle n'est pas vraiment là. Parce que je trouve que moi, j'ai entrepris, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai 36. Je vois très, très bien que si la motivation, elle n'est pas réelle, tu décroches très vite parce que tu as l'habitude des choses qui avancent vite. Tu perds peut-être un peu en patience. Et puis surtout, l'effort. Enfin, tu n'as pas la même santé. Il y a plein de choses qui ne sont pas les mêmes que quand tu te lances super jeune. Donc là, pour moi, quand c'est en alignement, c'est comme des relations. On se bat pour ça, on le travaille, on le fait. Donc, j'essaye de faire des choix justes par rapport à moi, quoi. Hyper cool. Et justement, alors, la question que je voulais te poser, corollaire, c'est est-ce qu'il y a des choses qui font que tu ne te lances pas dans un projet ? C'est quoi, finalement, tes critères, tu vois, de no-go ? Je pense Alors déjà, si je ne suis pas touchée de près, c'est compliqué pour moi parce que, comme je disais... Et pourtant, c'est pas forcément un critère obligatoire pour un entrepreneur, mais je connais un peu l'histoire de ta vague et de ta marque, et par rapport à ta problématique personnelle. Oui, j'étais pas passionnée de joaillerie. Voilà. Non, mais il y avait quelque chose qui te touchait de près. Et c'est vrai que moi, j'aime bien être touchée de près par le sujet auquel je m'attache pour pouvoir être au plus proche de des considérations et pas penser pour les autres sans en être touchée. Et puis ensuite...
je pense, la personne que j'ai en face de moi, parce que comme je disais, je ne fais pas des projets toute seule, je les fais avec des gens. Voilà, quel est son degré de maturité dans son domaine qui sera son expertise, son expérience de vie, quel humain c'est. C'est con, mais j'attache beaucoup, beaucoup d'importance à l'humain que j'ai en face de moi, ses valeurs, si c'est une personne qui veut du bien autour d'elle. Enfin, c'est des qualités qui sont très importantes pour moi dans le travail, ce qu'on appelle un peu les soft skills, sa capacité d'écoute, de remise en question, le niveau de son ego. Enfin, il y a plein de choses qui font que du coup... voilà, je pense que si je suis sur quelqu'un qui est face à des struggles personnels très élevés et qui se bat contre lui-même en permanence et qui utilise peut-être son travail pour justement se soigner, mais qui du coup voilà, est dans un truc un peu violent avec lui-même, bah, j'irai pas parce que je me dirais que ça demandera double d'effort que quelqu'un qui déjà a pris un petit peu de conscience sur ce qu'il est. Hyper intéressant, et je pense que c'est un conseil que beaucoup de personnes devraient suivre, en fait, de vraiment connaître bien la personne, tu vois, et ses démons aussi, parce que tu t'associes avec quelqu'un pour un moment ça, en général. Et t'as jamais vraiment la chance de le savoir très vite des fois, parce que des fois il y a des rencontres qui arrivent. Moi je sais qu'au tout début de Paulette, il y avait une jeune femme qui m'avait contactée et qui est super d'ailleurs, et ça finalement elle voulait vraiment qu'on s'associe, elle avait des skills de compétences très complémentaires aux miennes. Et puis, au bout de plusieurs mois, avec des vraies difficultés au lancement, parce que voilà, on commençait de rien, elle a dû faire des choix liés au personnel, à son compagnon, des choses qui fait que, en fait, ça m'a montré des choses. Et quand il a fallu trancher, voilà, on a tranché pour l'idée d'arrêter, mais c'était des signaux qui étaient quand même importants de voir que finalement... voilà, je voyais des choses d'elle que tu vois pas forcément au début en Bien fait. sûr. Donc c'est vrai que c'est très difficile de s'associer. Des fois, ça va très vite. T'as pas le temps de savoir. Des fois, tu pars sur des amitiés, mais du coup, il y a aussi plein de choses qui peuvent. Bon, de toute façon, l'expérience, ça fait. Enfin, il n'y a pas d'erreur. Hein, c'est que des apprentissages. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, je fais attention aux soft skills, ça c'est sûr. Encore une question à ce sujet, c'est comment tu t'organises? Parce qu'en plus, on peut peut-être en parler, tu habites entre Paris et Marseille. C'est récent, ça. Voilà, Ouais. mais du coup, moi, ça m'intéresse d'autant plus que je suis un peu dans la même situation, et tu as toutes ces activités, quoi. Donc, est-ce que tu es hyper organisé, genre ton agenda, c'est ta vie, et hop, chaque truc, tu vois, est à sa place, ou au contraire, est-ce que tu laisses, tu vois, les opportunités te guider un peu? C'est moite-moite. C'est-à-dire que c'est vrai que mon agenda, il est très important. C'est la structure, le squelette de ma semaine, de mes journées. Mais c'est vrai que j'ai appris aussi à lâcher prise des fois quand quelque chose ne veut pas venir. Par exemple, je sais pas, je vais avoir noté dans mon agenda, là, je dois bosser sur un board pour lever des fonds. Et des fois, je suis pas inspirée, ça vient pas. J'ai pas de complexe à me dire, ok, je le fais pas, je vais faire autre chose. Et c'est justement, je trouve ça qui est très plaisant et qui fait du bien à l'idée d'être sur différents projets, c'est que quand des fois tu butes sur un, tu peux t'aérer en allant sur un autre où l'inspiration arrive et où tout d'un coup tu as envie de faire ça et revenir avec un regard beaucoup plus frais sur l'autre. Donc je dirais que c'est, oui, un agenda, c'est sûr, structuré aussi avec la vie personnelle, les amis, la famille et le travail et même le temps pour soi, hein, c'est con, mais aller faire tes ongles, un massage, n'importe quoi, le sport. Donc tout est rentré dans l'agenda, mais avec une flexibilité, pas de rigidité sur le fait que ça puisse bouger en fait. C'est ça, la flexibilité. Et vis-à-vis de tes équipes, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui bosse notamment chez Paulette, tu communiques sur cette flexibilité. Enfin, c'est pas toujours facile aussi pour eux de se repérer, je peux imaginer. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça, tu vois, avec mes activités. Bien sûr. Donc, je serais curieuse de savoir comment c'est vrai tu communiques. que j'essaye de tenir les réunions quand même quand elles sont fixées et qu'elles impliquent des gens. Je vais pas dire « Oh, j'ai décidé que je n'étais pas inspirée par le sujet de cet après-midi. Je reviens, les gars. » Ça, je le tiens parce qu'il y a le respect de l'agenda de chacun. Après, ils savent que je suis sur plusieurs projets. Donc, moi, je suis tout le temps joignable, mais si je décroche pas, c'est que je suis occupée. C'est vrai qu'on est depuis le début de Paulette vraiment dans un esprit mobile office, même si moi j'étais basée à Paris et que j'ai pas bougé finalement jusqu'à 2020. C'est vrai que j'autorisais à tout le monde d'avoir vraiment cette flexibilité du lieu de travail. Moi, tant que le travail est bien fait, tant qu'on communique dans la meilleure façon possible entre nous, où est-ce qu'il est fait, peu m'importe en fait. Et du coup, c'est vrai que je me le suis enfin autorisé là, comme beaucoup de gens, j'ai réalisé que j'avais envie d'être proche de la nature, etc. Mais et j'ai déculpabilisé de me dire oh là là, mais je vais être physiquement loin d'eux. Et en fin de compte, on a été train pendant 1 an à être tous à distance. Et tout d'un coup, je me suis dit, en fait, j'ai le droit. Et je pense que tout le monde respecte cette liberté, en fait. Moi, je la donne, il me la donne. Et puis après, voilà, on ne prend rien de personnellement quand quelqu'un ne répond pas au taquet.
C'est aussi ce truc des réseaux et d'être super connecté, c'est que Ouais. tu as toujours l'impression que tout le monde est 100% disponible. C'est pas parce que j'ai liké un truc sur LinkedIn que je peux te répondre sur WhatsApp. Enfin, donc c'est vrai que je pense qu'on respecte ça chez les uns, chez les autres, c'est mutuel, donc voilà. Le fait d'avoir déménagé et de maintenant faire ce commute régulier entre Paris et un peu plus de nature, ça a changé quelque chose dans ta manière de travailler? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? Ah oui, non, mais alors c'est incroyable. C'est vrai qu'en fait, pour moi, c'était pas du tout un plan de partir de Paris. Je me disais, au pire, j'irai en banlieue. Moi, j'ai grandi en banlieue, j'adore la nature, la forêt et tout. Donc, je m'étais dit, allez, peut-être au moment de construire un foyer, je ferai ça. Et c'est vrai que l'appel pour Marseille, il a été un peu. Je l'ai pas mentalisé, ça n'a pas été une construction logique. C'était un appel, mais vraiment un appel. Et donc, moi, j'ai mon père qui vit là-bas depuis quelques années, mais c'est vrai que là, c'était juste, je veux être là où il y a de la lumière et là où il y a la nature. Et en fait, quand je me suis écoutée et que je l'ai fait alors que ça n'avait ni queue ni tête, parce que tous mes projets étaient là, tous mes amis étaient là, toute ma famille proche était là, enfin, je me suis dit, mais pourquoi tu as envie d'aller là-bas? Enfin, j'y vais même pas pour du business non plus. Donc, et en fait, je me suis rendu compte que ça m'apaisait énormément et que je pense que j'avais besoin pour contrebalancer justement la pression qu'on se met, le stress, la sursollicitation, de pouvoir prendre cette sorte de bulle d'oxygène qui fait que je suis toujours aussi productive, mais juste j'ai l'impression avec plus de calme, Bizarrement, je me lève... Enfin, je me lève naturellement beaucoup plus tôt, je vais être couchée naturellement plus tôt, aussi peut-être parce que toute ma vie sociale est à Paris, et donc quand je suis ici, je suis dans une rapidité de vie qui peut happer, hein. Alors même si je reste jeune et tout, je sens bien que ça fatigue le corps. Et du coup, c'est devenu quelque chose, comme les gens vont être addicts à faire du sport ou de la méditation, finalement d'être à Marseille, c'est ça aussi, c'est mon moment de... Ouais, où j'ai l'impression que même mon rythme ralentit, en fait, mon rythme cardiaque, de respiration, tout. Donc, c'est devenu presque vital, quoi. Trop bien, ça te donne envie en tout cas. Irène, si ça te va, j'aimerais bien revenir un peu en arrière. Tu as évoqué vite fait le fait que justement, tu n'étais pas née en Paris intramuros, mais que tu étais plus un peu dans la nature, en banlieue, etc. Justement, est-ce que tu peux me parler de ton enfance, me dire où tu es née, enfin, voilà, comment était ta famille, comment tu étais toi-même petite? Moi, je suis née à Argenteuil dans le 95 et j'ai grandi dans le 92 à Sèvres majoritairement, avec ma maman qui est turc, et mon petit frère. Donc mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans, et j'ai eu une super enfance d'un point de vue... Enfin, on était heureux, on a manqué de rien. Après, c'est vrai que du coup, forcément, tu te rends compte aussi après, les séparations, c'est des choses qui sont devenues très banales, mais ça laisse quand même des traces dans ta construction. Et donc, j'ai compris un peu plus tard plein de choses. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai grandi dans une double culture. Depuis que je suis toute petite, je parle le turc, j'ai la double nationalité, toute ma famille maternelle est en Turquie. Et donc, du coup, je pense que ça a ouvert mon esprit dès le plus jeune âge à la différence de culture, de façon de penser, et à l'acceptation des gens qui ne sont pas comme toi, en fait. Et je pense que quand tu vis aussi en banlieue, il y a aussi... tu sens le périph', tu le sens dans toutes tes expériences de vie, tu le sens quand tu as envie d'aller sortir sur Paris et que tu as l'impression d'être différente des Parisiennes, dans ton look, dans ta façon de parler, qui aujourd'hui c'est beaucoup gommé chez moi, mais c'est vrai que voilà, tu te sens différent, mais ce que j'ai appris par ma mère qui, elle, parlait pas bien le français parlait pas du tout le français quand elle était arrivée en France, et qui était journaliste en Turquie, donc qui avait fait des études, très cultivée, et elle a recommencé tout à zéro ici. Finalement, ils se sont séparés, elle doit apprendre à parler le français, elle a 2 enfants en bas âge sur les bras, et finalement, la force du réseau, de se rapprocher de communautés qui étaient les siennes, commencer par travailler dans des sociétés qui ont un lien avec la Turquie, puis la motivation de rien lâcher, d'apprendre le français, de le parler quasiment parfaitement aujourd'hui. Ça m'a montré aussi, et elle l'a toujours fait avec beaucoup de joie, je sais pas, elle m'a jamais montré une seule faiblesse. Du coup, ça m'a inspiré de me dire, quand on est différent, c'est un truc positif aussi. Et c'est vrai que n'ayant pas, moi, subi ma différence, parce que je suis blanche, parce que j'étais une fille qui présentait tout à fait normalement, etc., aucun handicap, voilà...
Rien qui pourrait me discriminer, si ce n'est le sexisme, évidemment, que toutes les femmes subissent. J'ai quand même pu observer autour de moi mes amis qui, eux, étaient des personnes racisées en majorité, plein de choses, plus les expériences de ma mère dont j'ai été témoin, qui ont construit quand même, je pense, mon envie de parler de ces sujets, de parler de la diversité, de parler de l'ouverture d'esprit et du vivre ensemble, ce que j'ai tenté de faire avec Paulette autour de la place que la femme qu'on a au sein de la société, la diversité qu'on est, et ce qui manquait cruellement à l'époque dans la représentation de cette image de femme qui est plurielle en fait. Je dois dire qu'on en avait déjà discuté, mais le fait que Paulette sorte en quelle année ? 2009. 2009, mais était tellement... Alors, c'est triste de dire précurseur, parce que finalement, ces sujets auraient dû même être abordés plus tôt. Mais je veux dire, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, où la diversité, je pense, c'est terrible de dire que c'est un sujet à la mode, mais c'est un peu le cas. D'ailleurs, récupéré beaucoup par des marques de temps en temps. Mais en fait, toi, c'est vrai que t'es rentré en fait dans ce monde et avec cet engagement et cette envie, mais enfin voilà, avant tout le monde, et ça je pense que personne ne le niera. Pour toi, du coup, c'était beaucoup lié en fait finalement à ta propre culture, à ta famille et à ce que tu avais vécu. C'est pour ça en fait que tu t'y intéressais, parce que c'était justement ma question, qu'est-ce qui avait fait finalement que tu avais eu envie de t'intéresser à ce sujet ? Comme je disais tout à l'heure, je pense que les histoires fortes, elles naissent souvent de choses très personnelles. Enfin, vraiment, ça, j'y crois beaucoup. Et puis, je vois même quand on entend parler d'investisseurs, sur quoi ils misent sur les gens qui créent les boîtes, et ils misent aussi sur les histoires derrière les boîtes. Et c'est vrai que moi, pour le coup, je me sentais touchée parce que à l'époque, remettons dans le contexte, Internet vient d'arriver depuis pas très longtemps. Donc ça, je sais que toutes les personnes qui vont entendre ça... Instagram n'existait pas, il faut quand même le dire. Instagram n'existe pas. Facebook existe depuis 2 ans et en France, les gens commencent doucement à s'y mettre. Je replante le décor, c'est important parce que du coup, là où les jeunes femmes allaient chercher leur inspiration autour de la mode, de la beauté et tout, c'est vraiment les magazines, c'est la presse. La presse est reine à ce moment-là. Elle commence à être déstabilisée parce qu'on se dit, c'est quoi ça, Internet qui arrive ? Mais elle est reine. Et du coup, c'est notre source, la publicité aussi, évidemment, la télé, l'affichage, c'est notre source de représentation de la femme. Et c'est vrai que quand tu vois que cette femme, elle a un stéréotype de façon de se présenter et que toi, tu n'es pas ce stéréotype et que les gens qui t'entourent ne le sont pas, c'est vrai que tu es en droit de te dire, tiens, c'est quand même bizarre et tout. Quand je regarde autour de moi, on n'est pas toutes pareilles, je comprends pas. Enfin, c'est vraiment une réflexion basico-basique. Hein. Enfin, et du coup, ensuite, la naissance de Paulette, ça a été de questionner les gens, de savoir si on était tous en accord sur le fait qu'il y avait peut-être des choses à rajouter à ce qui existait sur le marché de la presse féminine, des choses. Et puis, moi, j'avais fait un petit sondage que j'avais fait tourner. Et effectivement, on était à 99% mécontentes de l'offre sur le marché, à vouloir quelque chose de nouveau, plus représentatif. Ça fait que confirmer que c'était pas qu'une envie qui venait de moi toute seule et que c'était plein de femmes qui attendaient ça. Donc ça a mis le coup de pied au truc. Mais alors, raconte-moi, parce qu'avant ça, tu faisais quoi ? Tu n'étais pas née dans la presse, ta mère, elle bossait pas. Alors, elle avait été journaliste, ok. C'est incroyable d'ailleurs, parce que je l'ai su que finalement très tard qu'elle était journaliste. C'est vrai ? On n'en parlait pas, enfin, c'était trop bizarre. Donc, toi, à l'époque, en fait, tu remets en contexte, tu faisais quoi ? Alors, moi, j'avais fait un cursus artistique, c'est-à-dire que j'avais fait un bac STI art appliqué, qui est de la seconde à la terminale, tu fais de l'art appliqué. Donc ça, c'est très chouette parce que ça t'ouvre vraiment l'esprit, là aussi, sur... tout le monde créatif tel qu'il existe, l'histoire de l'art, le design, la mode, tout. Et ensuite, j'ai fait un BTS en art appliqué, spécialisation sur la communication visuelle, donc le graphisme, l'édition, la publicité. Et moi, je voulais absolument aller en magazine parce que j'avais ce projet de magazine finalement depuis un moment. J'avais pas trouvé de stage en presse féminine. Donc, mes profs m'avaient dit, postule en agence de pub, tu es bonne dans cette matière en plus. Donc, ça sera toujours d'utilité. Et donc, j'ai commencé en agence via mon premier stage qui était DDB Paris. Et ensuite, ça s'est super bien passé. Le directeur de création m'a fait confiance et il m'a rappelé au courant de ma deuxième année en me disant, voilà, on cherche des DA juniors. Si jamais tu as envie de nous rejoindre, tu es la bienvenue. Et du coup, je les ai rejoints et ensuite, il a créé une autre agence avec une autre personne. Et du coup, je les ai suivis et j'ai fait finalement pendant 3 ans et demi de la direction artistique dans la publicité pour des marques principalement de cosmétiques, de beauté, un peu de mode. Et puis j'assistais également du coup ce DC qui était lui-même artiste illustrateur et qui travaillait pour des magazines étrangers, pour plein de choses qui étaient vraiment... Donc j'étais aussi sa DA quoi. Et ça a été extrêmement formateur et en même temps ça m'a plongée dans un univers qui finalement m'a fait me rendre compte vraiment
de l'importance de repenser la représentation de la femme. Parce que quand tu es dans la publicité, voilà, tu peux te retrouver dans un studio de retouche pendant 4 heures à regarder la retouche d'une main qui tient un parfum parce qu'elle doit être fine comme ça, des doigts comme ça. Ou la même chose pour rajouter des cheveux pour que le volume soit au top. Et puis petit à petit, tu te dis, mais attends, mais est-ce que c'est ça que je suis, moi ? Est-ce que c'est ça qui m'anime ? Je critique pas. Bien sûr, il faut des gens, et les gens qui sont là, ils sont là avec les plus belles intentions au départ. Personne n'y va pour déstructurer l'imagerie et mettre des complexes aux gens. Évidemment que non. Mais c'est vrai que c'était pas en alignement pour le coup, là. Et donc, je m'en suis rendu compte, alors que je faisais pas du tout de développement personnel. Et j'ai dit, voilà, je suis jeune, j'ai rien à perdre. Ce truc de magazine, j'y pense depuis des années. Allez, j'essaye, quoi. Donc, en fait, tu pensais depuis quel âge, au final, à ce magazine ? Je dirais fin de collège, début de lycée. Ah ouais. C'est dingue. Mais parce qu'en fait, c'était un constat, quoi. Et c'est vrai que c'était très stimulant de voir l'arrivée des blogs aussi, des blogs mode. On les voyait, j'étais fin du lycée, je crois, où il y avait ces nanas qui se prenaient en photo, habillées dans des marques de fast fashion, mais du coup, des prix accessibles, qui avaient chacune des physiques, des styles différents. Et ça, c'était d'une fraîcheur. Mais aujourd'hui, ça paraît totalement banal, mais vraiment, à l'époque, ça faisait un bien fou de voir ça. Parce que vraiment, tu ouvrais un magazine, tu n'avais que des célébrités, des super modèles, et il y avait zéro diversité de physique. C'était incroyable. Et donc, les blogs ont amené cette fraîcheur. Clairement. Alors, du coup, tu décides de quitter le monde de la direction artistique pour lancer Paulette, ou tu lances Paulette en parallèle ? Je décide de quitter. Parce qu'en fait, je me dis, moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses entièrement. Et à l'époque, j'étais intransigeante. J'ai dit, soit je le fais à fond, soit je le fais pas. Mais vraiment, je pense que c'est l'immaturité de la jeunesse. Écoute, ça t'a réussi. Oui, et puis j'avais la chance, comme je disais, j'étais privilégiée d'avoir ma maman à côté de moi qui était là dans la même région que moi, mon compagnon de l'époque qui lui travaillait, et puis ensuite avait monté sa structure qui a tout de suite très bien démarré, etc. Donc évidemment que j'ai eu cette chance. Je serais sans famille, sans copain, avec juste besoin de faire des sous pour vivre. Je pense que j'aurais fait différemment, forcément. Donc là, j'ai utilisé la chance que j'avais pour pouvoir me dire, ok, je me donne cette chance de me mettre à 100% et puis on verra si ça paye. Et alors, tu commences par quoi ? C'est quoi les premiers jours ? C'est quoi les premières étapes de Paulette, quoi ? Mais comment on lance un magazine, franchement ? Je me rappelle de 2 trucs. Un truc, vraiment, genre, j'avais ce complexe de me dire, je n'ai fait aucune école de commerce, je ne sais pas faire de business, j'ai arrêté les maths, parce qu'en section artistique, tu fais plus de maths. Donc, du coup, j'étais là. Et pourtant, j'étais bonne en maths. Et donc, du coup, je me dis, voilà, je veux faire ça bien, je veux que ce soit bien fait. Du coup, je vais sur Google et je tape comment créer sa société. Je télécharge un PDF qui fait 50 pages, je l'imprime. Je me vois dans ma chambre avec tous ces slides à lire des moitiés de trucs que je comprenais pas. C'était très drôle. Et puis assez rapidement, j'ai été à la chambre de commerce de Nanterre. On m'avait dit, voilà, là-bas, ils donnent des conseils. Donc ça m'a aidé. Ils m'ont orienté vers des associations, des choses comme ça. Et en parallèle, j'ai fait la partie que j'aime le plus. C'est-à-dire que je me suis mise sur Facebook, j'ai créé un profil Paulette, j'ai ajouté plein de gens comme tu le ferais aujourd'hui sur LinkedIn, sauf que je le faisais sur Facebook. Et puis, je postais des inspirations de ce qu'allait être le magazine. J'invitais les gens à inviter leurs amis s'ils avaient envie d'y participer. Et je créais une sorte de début de communauté, finalement, pour rencontrer un maximum de personnes, parce que j'ai bien conscience que c'est un projet très ambitieux et que je le ferai jamais toute seule et qu'il va falloir que je m'entoure. Donc au début, en fait, il n'est pas question de gagner de l'argent avec le magazine. Tu veux déjà créer une communauté, quoi. En fait, il est question de gagner de l'argent, mais en fait, c'est un média que je ne pourrais pas faire toute seule. Et du coup, cette communauté, au départ, je ne la vois pas comme une communauté de lecteurs, je la vois plus comme une communauté de gens qui vont créer le projet avec moi. Donc on a appelé ça, nous, après, il y a eu les lecteurs fondateurs, mais en fait, c'est vraiment les gens... moi, j'étais là, c'est comme si j'étais chez moi toute seule et que je disais « Salut, je veux créer un magazine, mais je ne suis pas styliste, je ne suis pas photographe, je ne suis pas commerciale. J'ai une vision, on va dire, mais je sais que ça ne se fera pas toute seule parce qu'il faut plein de corps de métiers différents, donc rejoignez-moi. » Et à l'époque, il y avait une jeune femme qui avait un café à Panini, à Bagel, à Issy-les-Moulineaux, qui m'avait été présentée par une copine, qui m'avait dit « Irène, si tu veux utiliser le café, je te le prête, et comme ça, tu peux rencontrer les gens. » Et en fait, pendant littéralement 2
semaines, j'ai rencontré des inconnus de Facebook. Je pitchais tous les soirs dans ce café, au bout de la ligne 12, à Médicis, des gens qui venaient de partout, avec mes moodboards pendant 2 heures, ce qu'allait être Paulette. Et les inconnus venaient me voir à la fin en me disant moi, je suis juriste, moi, je suis styliste, moi, je suis graphiste, j'aimerais bien participer. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'aujourd'hui, ma rédactrice en chef mode, qui est également Déa, et chez Paulette depuis 12 ans, et on s'est rencontrés à un de ces meetings. C'est incroyable. Complètement fou. Et du coup, pour moi, c'était une manière de rencontrer les gens qui me contactaient sur Facebook et de voir s'il n'y avait pas des synergies, puisque j'avais vraiment conscience, ensemble, on fait plein de trucs, donc il fallait rencontrer les ensemble, quoi. Qu'est-ce qui a fait que Paulette a quand même réussi à émerger assez vite? Parce que malgré tout, on en avait parlé un peu toutes les deux quand on s'était croisés la dernière fois, des magazines qui se lancent, il y en a plein, bien sûr, qui durent, notamment 12 ans, il n'y en a quand même pas beaucoup. Ouais. Et vous, en fait, avec Paulette, franchement, c'est assez incroyable de se dire que tu l'as lancée seule initialement, avec l'aide de cette communauté, mais je veux dire, en plus, il n'y avait pas un groupe derrière, comme parfois ça peut être le cas. Ouais. Et pourtant, parce que tu as visé juste aussi, mais voilà, il se passe encore quelque chose aujourd'hui d'important, quoi. Je pense que c'est vraiment une question de timing, même si on était en avance pour pouvoir monétiser, en tout cas, l'offre qui était Paulette, et donc trop en avance, du coup, ça a mis beaucoup de temps à générer de l'argent. On était très juste par rapport aux consommateurs en timing. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on est arrivé pile au moment où les plateformes sociales se développaient en les utilisant et en les prenant comme outil numéro 1, ce qui fait que finalement, très rapidement, on est passé devant des titres nationaux et internationaux de presse qui étaient pourtant leaders dans les kiosques, en digital. Et donc avec une communauté très engagée qui suivait en plus l'histoire du support, c'est-à-dire qu'on leur partageait. Faut imaginer, c'est comme aujourd'hui tu suis une influenceuse ou une blogueuse, tu as l'impression de la connaître, tu t'attaches à elle pour plein de raisons. Paulette, c'était pas moi, il suivait l'aventure du projet. Donc en plus avec l'algorithme des réseaux qui à l'époque était fantastique, bien sûr, puisque du coup quoi que tu postais c'était vu et revu et revu la sans belle avoir époque. à mettre voilà. Donc je pense qu'on a eu beaucoup de chance en étant dans ce timing là. Peut-être que aujourd'hui ce serait beaucoup plus dur de se lancer de cette façon là, mais c'est vrai que voilà, je pense que le besoin était réel de la part des lectrices de vouloir quelque chose de différent. On a su utiliser les bons outils qui étaient en train de se développer à ce moment là, et puis après par contre économiquement on était trop en avance et on a mis beaucoup de temps à commencer à générer des sous. Donc la chance que j'ai eue, c'est vraiment encore une fois d'avoir des gens qui ont participé à ce projet que j'ai associé assez rapidement via des prises de participation afin de les fidéliser puisqu'il n'y avait aucune source de revenus, d'avoir des gens qui avaient d'autres activités à côté qui leur permettaient de faire Paulette un peu comme tu ferais une asso en fait à côté, et puis des gens qui se sont relayés. Finalement il y a des gens, des fois ils restaient 6 mois, 8 mois, 1 an, et puis il y avait de nouvelles personnes qui arrivaient, la communauté continuait de grandir et ça nous a porté. Et le jour où finalement on est sorti en kiosque, qui arrivait début 2013 après une campagne de crowdfunding, donc il faut dire 2013, ça veut dire c'est 4 ans après le lancement digital, on va dire, de Paulette. Moi au départ je voulais sortir en kiosque dès le début, j'étais là mais j'avais pas du tout stratégisé le fait de dire il faut d'abord une communauté en ligne, comme ça après quand tu vas sortir en kiosque ils vont t'acheter. Pas du tout. Moi si j'avais été voir, je me rappelle très bien, des banquiers, et je leur avais dit voilà, j'ai besoin de 400 000 euros, j'ai 10 000 euros. Ok, faites-moi confiance, oui, ok, j'ai 24 ans, je n'ai jamais créé de magazine, voilà. Mais évidemment ils m'ont dit et la non, réponse bien des sûr, banquiers, oui, évidemment, bon. et puis ils me regardent en me souriant, et c'est vrai, je devais vraiment être marrante, mais très sûre de moi, sur le fait que en fait c'est pas sûr de moi, c'est sûr du projet, avec cette conviction absolue que c'était la révolution de la presse féminine en fait, et que du coup ça allait le faire. Et en fait heureusement finalement qu'ils m'ont pas donné cet argent dès le début, parce que je serais morte dans l'œuf, dans le sens où effectivement comme tu disais il y a des lancements de titres tous les ans, depuis des années, des nouveaux lancements de féminins, des choses comme ça, par des grands groupes qui ont les moyens de se lancer. Je me rappelle l'année où on a lancé Paulette, il y avait plein de titres qui se lançaient. L'année où on a lancé Paulette en kiosque, c'était l'année où Gradia est arrivée en kiosque. C'est ça, qui a fait une campagne monstrueuse de budget de communication. Nous, on s'est lancé avec Instagram, Facebook, voilà. Et c'est vrai que la communauté qu'on avait créée en ligne, elle nous a attendus, et du coup, elle est venue nous chercher en kiosque. Et c'est ça qui a fait la différence. Elle nous a portés en kiosque, puisqu'elle a payé pour qu'on soit en kiosque. Donc en fait, toute cette fidélisation, ce côté fondateur des lecteurs a joué le succès. Et puis ils ont vieilli avec nous, on vieillit ensemble. Enfin, c'est très intéressant ce qui se passe.
Mais tu vois, ce que je trouve aussi précieux dans ce que tu dis, c'est que, en fait, tu as été patiente. Ça s'est pas fait en 2 jours. Parce que la sortie en kiosque, c'est 4 ans après le lancement officiel. La communauté, elle n'est pas arrivée en claquant des doigts, quoi. Non. Ça, je suis d'accord et j'aime bien le fait que tu appuies là-dessus, la patience. On est dans une ère où tout est tellement rapide. Qu'on a tendance à plus du tout cultiver sa patience. Et la chance que j'ai eue, c'est que je suis entre 2 générations, donc du coup, j'ai su avant ce que c'était la vie sans les réseaux. Donc je peux pas en vouloir à des gens qui sont nés avec l'immédiateté de tout, de ne pas être patient. Je peux que comprendre. Mais c'est vrai que la chance que j'ai eue via cette expérience, c'est de cultiver la résilience, la patience, parce que j'y croyais et que je me disais... Quand on lâche pas et quand on y croit, on arrive toujours. Mais vraiment, on y arrive toujours. Mais c'est vrai que c'est très, très, très difficile aujourd'hui d'être patient. Et je comprends totalement que beaucoup de gens se lancent en voulant que ça marche très vite. Et puis parce que ça coûte d'être patient. Et encore une fois, il faut le privilège de pouvoir être patient. Il y a des gens qui n'ont pas le temps d'être patients. Ils ne peuvent pas, c'est de la survie. J'ai totalement conscience, c'est un mélange de plein de choses qui font que j'ai pu l'être. Mais j'ai trouvé des grosses ressources en moi parce que je pense que, comme beaucoup de gens jeunes, surtout, tu as envie que ça aille vite, quoi. Et puis des sacrifices, on en reparle. C'est vrai que ça paraît bateau de dire ça, mais le nombre de sacrifices que tu fais, tu décides de plus consommer. Moi, je sais que j'ai arrêté de faire du shopping. Après, mon compagnon, quand il a lancé sa boîte, ça marchait bien. Voilà, en tant que féministe qui a envie de se débrouiller toute seule, de me dire que c'est lui qui paye le loyer, que c'est lui qui paye les sorties, ou mes amis qui vont me payer le resto, ou les boîtes, je ne me suis pas arrêtée de sortir. Mais c'est vrai que je me disais, ça me donnait de la motivation en plus. Je me disais, il va falloir que tu y arrives parce que là, tous ces gens-là, ils sont en train de t'accompagner et à faire que ta vie ne soit pas si chiante que ça, malgré le fait que tu n'as pas de revenus. Mais c'est vrai que c'est dur, hein, c'est dur. Tu te dis, ouais, pas de vacances, pas de shopping, t'es jeune, t'es dans la fleur de l'âge, t'aurais juste envie de kiffer, mais non. Mais parce qu'en fait, en même temps, tu sens que t'es dans une mission. Et c'est pour ça que je reviens à l'idée de dire que quand t'es porté par quelque chose qui t'anime, surtout si c'est ton premier, par exemple, je trouve que du coup, ça te donne vachement de force intérieure pour dire... Non, je sais ce que je fais là, il n'y a pas d'erreur. Enfin, il n'y a pas d'erreur dans le sens, dans l'analyse de que ce projet va amener quelque chose. Donc, je trouve les solutions, je m'adapte, mais je tiens. Tu dirais que tu as mis combien de temps avant de pouvoir vivre justement de Paulette, ou même commencer à te payer ? Moi, je me suis payée tardivement parce que j'ai fait quelque chose que personne ne conseille quand j'écoute aujourd'hui les coachs, les gens qui font des podcasts qui disent tout le temps « payez-vous en premier ». J'ai fait l'erreur de me payer en dernier et puis d'attendre que tout le monde soit correctement payé pour commencer à me payer. Donc finalement, c'est très tard. Et en fait, c'est vrai que je comprends ce qu'ils disent quand ils disent « payez-vous en premier » parce que ça met la pression. C'est-à-dire que si tu te payes correctement en premier, du coup, tu dois avoir une pression de malade pour pouvoir payer tout le monde pareil. Et donc, du coup, pareil, c'est-à-dire correctement pour leur poste, etc. Et c'est vrai que finalement, quand tu te fais passer en dernier, même et que tu as la chance d'avoir quelqu'un qui peut, pareil, sur le côté subvenir aux besoins minimums, on va dire, je crois que tu t'habitues, tu sais, c'est comme tout, tu t'habitues à tout, quoi. Donc, du coup, ouais, j'ai fait ça tardivement, mais je pense que c'était juste parce que c'était un choix. Sorte de, je me disais, tant que tout le monde n'est pas stabilisé, n'a pas un salaire correct qui lui convient, que je peux encore me sacrifier, c'est pas grave. J'étais là, genre, tant qu'on n'a pas des bureaux. À chaque fois, je trouvais une excuse. Tu sais, c'est comme repousser le fait de faire un enfant, quoi. Tant que je gagne pas de temps, je fais pas d'enfant, voilà. Je me faisais passer en dernier. Et c'est là où ça a été très intéressant, le switch, quand j'ai commencé à créer d'autres projets, c'est que j'ai compris que je vais pas me faire passer en dernier. Et je l'ai compris, justement, je pense, en m'extrayant un petit peu de Paulette, qui finalement me consumait beaucoup, même si j'étais extrêmement heureuse et que je suis toujours de faire vivre ce projet. Je le faisais vivre des fois au profit de moi, en fait, pendant très longtemps. Complètement, je vois exactement ce que tu dis. Et c'était au bout de combien de temps, justement, tu dirais que tu as lancé tes premiers projets annexes à Paulette, alors, ESO Paris, c'est arrivé en 2018. Oui, donc tu as quand même attendu un peu. Ah oui, très longtemps. 9 ans. Et 11h11 est arrivé en 2000. On a acté fin 2019, mais c'est arrivé en 2020. Donc j'ai eu une bonne petite décennie avant de se rendre compte de plein de choses. Tu me parlais la dernière fois qu'on s'est vu de la dernière édition papier que vous aviez lancée. Ouais. Qui est hyper impressionnante. En plus, la couverture est magnifique, etc. Je mettrai le lien si je le trouve d'ailleurs dans l'épisode.
Et je voulais savoir en fait finalement pourquoi est-ce que tu te relances dans du papier alors même que vous êtes construit sur le digital et deux, que on sait bien que la presse papier est en galère totale. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, le papier, nous, on l'a vu l'évolution parce qu'on a eu l'âge d'or où on a fait des ventes exceptionnelles, où on était, où vraiment, et puis on a vu l'après où ça a commencé à dégringoler. Mais on a voulu garder le papier et on continue de le garder, mais on le transforme. On le transforme. Il y a 3 ans, on a fait une nouvelle formule. Là, on prépare aussi, encore des nouveautés pour l'année prochaine. Et en fait, je trouve qu'il y a ce supplément d'âme à l'objet qui fait que ta marque reste, en fait. C'est-à-dire que le digital, c'est fantastique pour l'interaction, pour la conversation, pour la connexion immédiate avec la communauté, avec les marques avec lesquelles on travaille. Mais c'est vrai que le papier a ce côté magique, quoi. Quand tu as un objet dans la main, surtout quand il est beau et on essaye de le soigner, de rester, tu peux y retourner. Ça crée un lien très particulier avec le lecteur qui, je trouve... Ouais, quelle que soit la chose que tu as chez toi, tu l'as choisie, tu l'as amenée dans ton intérieur, c'est parce qu'il y a un lien fort. Et je trouve que sur le digital, il y a un côté très zapping, très... ouais, t'étais dans la surconsommation, chaque contenu est remplacé par un autre à la minute, tu n'y apportes pas autant d'affect, en fait. Tu es plus dans une surconsommation, alors qu'un objet... comme un magazine ou un livre, même s'il y a des gens qui achètent énormément de livres, énormément de magazines, qui des fois les lisent même pas. Hein. Mais quand même, malgré tout, tu viens l'introduire dans ton intime, je trouve. C'est un autre type d'intime, hein, puisqu'un podcast en est un, par exemple. Et c'est très intime, d'ailleurs, la relation que tu as quand tu écoutes un podcast. Mais je sais pas, moi, j'aime cet objet-là. Je sais qu'il y a encore plein de gens qui l'aiment. Et aujourd'hui, grâce aux annonceurs aussi qu'on a dessus, il y a des projets qu'on crée ensemble, ils y voient aussi, je pense, une manière de laisser quelque chose de fort, parce qui est très complémentaire, parce que sur le digital, tu vas avoir ce côté très retour sur investissement, le nombre de rouges à lèvres que tu as vendu, de paires de baskets, le nombre de followers, etc. Mais avec le papier, il y a ce côté, je trouve très solennel, très beau, d'être dans un bel écrin, d'être dans quelque chose qui donne un espace à ta marque, qui le sublime, qui pour moi est tout aussi important. C'est comme si tu disais, je m'en fiche de ma façade de boutique, ce qui compte, c'est le produit. Non, il y a plein de choses qui comptent dans l'expérience de ta marque. Et je trouve qu'être dans le papier, c'est rajouter une expérience de marque, parce que tu choisis un support qui va raconter des choses, qui aura des valeurs, qui va toucher une audience qui est touchée par ces valeurs-là, par ces messages. Du coup, tu rajoutes un supplément d'âme à ta marque, en fait. Hein. Ouais, et puis l'audience va peut-être prendre plus le temps que typiquement sur des réseaux sociaux où on est dans du contenu un peu plus consommable, quoi, on va dire. Du coup, j'ai une question difficile pour toi, Irène. Vas-y. Mais je pense que tu es la meilleure personne pour y répondre parce que tu es tellement précurseur en plus, surtout. Mais c'est une question que je me pose souvent, c'est quoi finalement la presse dans 10 ans ? C'est quoi l'avenir de la presse ? Qu'est-ce qui va se passer pour toi ? C'est quoi les grandes évolutions ? Toi, tu vois quoi ? C'est quoi ton instinct ? Alors, ce que tu appelles t'appelles la presse papier ou t'appelles les médias en général ? Les médias. C'est vrai que c'est une question effectivement très difficile. Je te remercie. Non, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, en plus, on est vraiment ce cul entre deux chaises. Je peux dire ça un peu vulgairement, mais il y a l'influence qui a pris beaucoup, beaucoup de place et qui devient aujourd'hui une source d'information, une source de discussion qui est importante et qui est très intéressante dans ce qu'elle apporte. Et puis, tu as le média plus traditionnel, donc du coup, qui est là pour informer, pour divertir, qui arrive avec une signature d'équipe, d'ADN, d'histoire en fonction de son média. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit très bien que c'est dur pour les médias de se maintenir, aussi parce que le modèle économique des médias, depuis l'existence des médias, il est basé sur la publicité que les marques font chez eux. Et c'est vrai que ce qui fait que la presse va mal aujourd'hui, les médias vont mal, c'est pas forcément parce qu'ils sont moins consommés, parce que justement, s'ils ont su muter vers le digital, vers des supports comme le podcast, la vidéo, plein d'autres types de supports digitalisés, les annonceurs, par contre, ont changé leur façon de dépenser leur argent pour être vus. Et ils ont utilisé à très juste titre les plateformes social, leurs propres plateformes social, aussi beaucoup de campagnes d'influence, de choses très ciblées. Et du coup, ça a fragilisé l'économie du monde des médias. Ce qui fait que même de grands groupes sont dans des grandes difficultés aujourd'hui. Et donc, du coup... pour moi, ça nous invite aujourd'hui, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de préparer avec Paulette, à se réinventer en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux jamais
rester sur tes acquis, sur ce secteur et sur ce marché. C'est absolument pas un marché... dans aucun marché, normalement, tu peux rester vraiment sur tes acquis, mais encore plus, je trouve, dans le marché du média, c'est te diversifier un maximum. C'est-à-dire qu'en gros, encore plus renforcer quel est l'ADN de ton média, c'est-à-dire quelles sont les fondations de ce pourquoi les gens te suivent et quelle est l'histoire derrière, finalement, comme si tu étais une personne, comme un influenceur. Pourquoi les gens aiment ce média et renforcer, en fait, ces valeurs très personnelles, très intrinsèques au support via une diversification de tes actions, de tes activités qui vont au-delà de faire des interviews, des articles. Mais vraiment, voilà, nous, c'est vrai qu'on s'est diversifié énormément. Mais tu vois, on se retrouve même à sponsoriser une équipe de foot. Enfin, c'est des choses, ça paraît con, mais c'est juste que c'est dans l'alignement de nos valeurs. C'est des jeunes filles entre 12 et 16 ans. Et du coup, d'être là, c'est comme une action. Ça ne nous rapporte aucun argent, évidemment, loin de là. Mais c'est des choses qui viennent rajouter à notre écosystème de la richesse. Et je pense qu'on devra se réinventer tous, faire des choses, sortir de la tradition, en fait, et aller sur des territoires qui, au départ, peut-être on a l'impression que c'est pas pour nous, mais qui, en fait, continuent de faire le storytelling de ce pourquoi ce média est là, en fait. Parce que, après, nous, on n'est pas sur un média purement que d'information, hein. C'est d'inspiration, c'est de sociologie, il y a plein de choses dans Paulette, mais c'est vrai que je pense que c'est applicable, finalement, à tout média de se diversifier, en fait, vraiment. Et donc, dans 10 ans où on en sera, je pense les médias existeront toujours parce qu'on a besoin de cette notion d'entité qui vient s'opposer à la notion de personne. Parce que la personne, c'est une personne, en fait, et une entité, c'est plein de personnes. Donc, du coup, la réflexion est totalement différente parce que quand tu as 5 personnes qui brainstorment dans une pièce pour sortir un sujet ou un numéro, c'est la synthèse de ça. Donc, c'est forcément différent que le point de vue d'une personne qui est Bien un sûr. influenceur. Et donc, du coup, je trouve que l'entité médiatique, elle est intéressante dans toutes ces personnes qui sont sous un chapeau, qui portent des valeurs, un message, mais de se reconnecter à l'ADN de la marque média, en fait. Moi, j'ai toujours pensé Paulette comme une marque. Elle est porteuse de valeurs, elle a des codes visuels, tu te sens Paulette, tu te sens pas Paulette, et c'est OK, mais il y a ce truc de repenser la marque, vraiment, au-delà juste de dire « je suis un support qui diffuse de l'information ». Tu n'es pas qu'un support, tu es avant tout une marque et qui se décline. Et dans 10 ans, s'il n'y a plus aucun support papier qui peut exister, si tout est dématérialisé, tu te déclineras sur les supports de ce qu'il y aura dans 10 ans, en fait. C'est un spirit, quoi. C'est une vibe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en plus, tu me disais que vous avez lancé des one-woman show. Tu vois, effectivement, la diversification, vous la portez très très loin, quoi. Ouais. Je veux dire, encore bien plus que juste être sur TikTok et Snapchat, quoi. Oui, quand j'ai diversification, c'est pour moi sortir justement des plateformes traditionnelles médias qu'aujourd'hui on a l'impression. Enfin, vraiment. Et puis, je crois beaucoup au fait de retourner sur le terrain en physique. Nous, ça a fait la force de Paulette. Depuis le début, on fait beaucoup d'événementiels. Et souvent, les gens ont l'impression que l'événementiel, c'est un luxe de faire une soirée, un événement ou un talk. C'est un luxe. Mais en fait, c'est le réel. C'est-à-dire que mettre les gens dans un même endroit, connecter avec eux et leur infuser ton message, c'est la manière la plus puissante, comme je disais, comme le papier, que de créer un vrai lien et que finalement, dans cet océan de concurrence qu'il y a, ils te retiennent parce qu'ils ont créé du lien en fait avec toi. Et je crois vraiment beaucoup au retour du physique, d'autant plus après l'année qu'on vient de passer. Et l'importance du réel. Pendant un moment, on a dit voilà, il n'y aura plus de boutique, il n'y aura plus de trucs, il n'y aura plus de papier, il y aura plus... Non, on revient toujours réel à un moment donné parce qu'on n'est pas des robots en fait. Même si on se développe, nos cerveaux accélèrent, etc. Des fois, tu as juste besoin de ralentir et de revenir dans l'expérience physique. Donc moi, je pense que les médias doivent apprendre à devenir justement physiques, mais pas forcément par l'objet, par l'expérientiel en fait. Hyper intéressant et je te rejoins à 1000%. Encore une question un peu pseudo-philosophique pour toi, Irène, je suis désolée, mais ça m'intéresse. Je voulais parler de responsabilité, parce qu'en fait, toi, tu es quand même à la tête de Paulette, qui est une marque engagée, qui crée énormément de contenu et qui éduque franchement toute une population et qui a éduqué des jeunes femmes en fait à se comprendre, à se connaître, sur des sujets pas toujours faciles en plus. Ouais. Et finalement, je me dis, toi en tant que personne et toute l'équipe Paulette, c'est une sacrée responsabilité en fait de se dire que tu as toutes ces personnes qui te lisent et qui vont croire, parce que vous avez fait vos études sur le sujet, à telle ou telle chose. Et du coup, je voulais savoir quelle était ta relation vis-à-vis de ça et si par moment peut-être tu avais eu des difficultés à communiquer sur un sujet parce que tu te dis par peur peut-être que ça va être blessant.
comme vous êtes engagé, j'imagine que la prise de parole n'est pas toujours facile. Et donc, je voulais simplement avoir ton retour, en fait, sur ce sujet. Ouais, bah c'est très juste ce que tu dis et c'est très intéressant parce que même au sein même de l'équipe, on est tous à des niveaux d'éducation qui sont différents. Aujourd'hui, on est dans une époque qui est incroyable parce qu'elle va très vite et que les choses se transforment pour le mieux, mais qui du coup force tout le monde à déconstruire beaucoup d'apprentissage. Et on a tous des parcours de vie différents, des expériences, des places dans la société qui sont pas les mêmes et tout. Et c'est vrai que nous, on n'est pas tous égaux en knowledge sur tous les sujets. Et pourtant, en tant que média, on se doit évidemment de pouvoir parler de tout et de pouvoir le faire le mieux possible. Et c'est vrai que ça soit sur le féminisme ou l'antiracisme ou la cause LGBTQ+, c'est vrai que là-dessus, on doit s'éduquer en permanence et aussi savoir donner la parole aux personnes concernées. Et puis lire, il y a plein de choses. Et c'est vrai que il n'y a pas eu de sujet qu'on s'est interdit. La seule chose qui peut être un peu compliquée, c'est que notre business model, comme je le disais, il est basé 100% sur la relation B2B, c'est-à-dire avec les marques. Et les marques sont en train de faire ce travail de prise de conscience, des fois justement, des fois maladroitement, dans leur stratégie de communication, parce que c'est ce que demande aujourd'hui, à très juste titre, la communauté de clients et de consommateurs. Mais ils demandent aussi de l'honnêteté, de la transparence et surtout... ce qu'ils détestent, c'est la réappropriation, et la limite est très fine sur ce territoire. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, vaut mieux être honnête et dire oui, là-dessus, on n'est pas parfait. Oui, là-dessus, on y travaille. Nous, on avance à notre rythme, comme on peut, avec notre culture d'entreprise et l'histoire de notre marque. Plutôt que de sauter sur une occasion de faire quelque chose qui est très maladroit, qui est mal fait, en plus pas forcément compris pourquoi il est fait. Et c'est vrai que nous, des fois, on va travailler avec plein de marques différentes. Ça nous est déjà arrivé de refuser des contrats, même si c'est très difficile quand tu es une petite structure. C'est pas parce que c'était... Le grand écart allait être trop important et pas parce qu'on juge la société qui nous contacte, parce que encore une fois, chacun son rythme, chacun sa culture, mais parce que ça allait être trop compliqué de travailler ensemble et de se comprendre. Mais c'est vrai qu'on essaye, nous en tout cas, dans la manière dont on collabore avec les marques, de les amener avec nous, mais dans une justesse qui correspond aussi à leur timing, pour pas qu'il y ait de choses bizarres. Et c'est vrai que nous, les lecteurs, on sait qu'ils sont intraitables avec nous. Et ils ont raison de l'être. C'est un garde-fou. Ça permet de toujours savoir que tu es dans la justesse. Moi, j'aime bien cette relation, même si on pourrait dire les gens, ils sont jamais contents, ils sont toujours en train de critiquer et tout. On a besoin de critique aussi pour se construire. Donc, moi, je trouve que tant que la critique est constructive, je la prends avec plaisir. Et je sais me remettre en question. Et j'essaye, en tout cas, au plus possible, quand je dis jeu personnel, mais collectif, avec Paulette aussi, bien sûr, de se remettre en question et de s'évoluer, parce que on fait tous des erreurs, en fait, c'est humain, et comme je disais, on n'a pas le savoir infus sur tous les sujets, donc on apprend, on s'entoure. Les filles lisent comme jamais. Elles dévorent des bouquins, je pense, mais à une vitesse, et puis après on est là genre et tu peux nous raconter mais je pense que c'est un rôle de chacun. C'est pas à celui qui s'est éduqué d'aller éduquer l'autre, mais sauf quand évidemment tu es journaliste, tu le fais via ton travail, mais individuellement, on doit s'intéresser à ça. Et je pense que quand tu travailles pas dans un média, quand t'as pas envie de comprendre mieux la société, c'est aussi une vocation, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est hyper intéressant parce que effectivement, je pense que vous avez un rôle à la fois un peu d'éducateur et en même temps d'accompagnant pour les marques qui parfois sont en transition, comme tu le disais, sur ces sujets-là. Et du coup, je trouve ça très chouette de voir que vous, vous avez à la fois la vision client final consommateur et en même temps même si je peux imaginer que l'écart est pas facile toujours à gérer, mais l'aspect, tu vois, comment est-ce qu'on fait concrètement pour s'adapter aux exigences de la marque. Hyper important, parce que tu vois, nous on a déjà perdu des appels d'offres ou des projets parce qu'on nous a dit qu'on était trop engagés. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire être trop engagé ? Je crois pas qu'il y ait de trop engagé, je pense juste qu'on s'adapte à qui on a en face de nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie de voir certains contenus, et puis on a d'autres non. Et moi, en fonction de la marque que j'ai en face de moi, et je pense que ça, c'est une des formations professionnelle de ma vie d'avant, c'est-à-dire que j'ai bossé en agence, j'ai eu des clients, j'ai été DA, donc j'ai su mettre de l'eau dans mon vin pour que la création corresponde à ce qu'ils ont besoin. On sait s'adapter. C'est juste qu'on essaye de dire, on sait là où les gens vont réagir, donc
prenez ce conseil. Après, si vous n'êtes pas prêt pour aller sur ce territoire, c'est une question de timing, il n'y a pas de souci. Nous, ça fait 12 ans qu'on le fait et on a vu les gens qui sont arrivés très vite, des gens qui arrivent tout doucement aujourd'hui, des gens qui... C'est chacun son rythme. Comme je disais, l'ADN d'une marque, c'est très important. Il faut la faire grandir avec quelque chose de juste. Donc, si on n'est pas juste en termes de fitting, il n'y a pas de problème. Mais des fois aussi, ce qui est chouette, c'est qu'il y a des marques qui se disent, voilà, on n'oserait pas faire ça tout seul. Et avec Paulette, on teste quelque chose. Et on voit comment ça réagit. Et ça, je trouve ça intelligent parce que la prise de risque, elle est minime. C'est une campagne, mais chez nous, c'est un shooting qu'on fait, mais c'est co-brandé. Donc, du coup, forcément, notre ADN, il découle. Et eux, ça leur permet peut-être de tester des choses que derrière, ils feront peut-être tout seuls parce qu'ils auront trouvé que ça leur aura apporté leur communauté aura super bien réagi, ça leur a apporté quelque chose et puis ils avaient besoin juste d'un petit coup de pouce pour tester. Donc j'aime bien aussi cette relation avec les marques, elle est tout aussi passionnante que celle avec le lectorat, je trouve, parce que ça te fait questionner plein de choses. Des fois, tu deviens un peu schizophrène parce que tu es là, voilà, je fais ça pour les lecteurs, mais en même temps, ça te permet de te ralentir un petit peu des fois et te dire, ok, mais le présent, c'est là. Tu peux pas être que dans le futur tout le temps, donc c'est vraiment intéressant, je trouve. Encore une question à ce sujet, ensuite on passera au crible du gratin, mais moi ce que je constate un peu dans cet univers maintenant où voilà, on parle de plein de sujets qu'on n'évoquait pas avant, de LGBT t'en parler, inclusivité, enfin tous ces sujets de diversité, où en fait les marques ont souvent assez peur, justement peur de commettre des erreurs parce qu'en fait elles savent pas gérer, qu'elles sont pas irréprochables et du coup comme tu le disais justement, en fait elles se retrouvent dans une situation où franchement elles se disent mais qu'est-ce que je vais faire ? Et à la fois, je comprends complètement parce qu'on n'a pas envie de blesser en tant que marque, on n'a pas envie de commettre un faux pas. Et en même temps, il y a aussi, si tu veux, je pense maintenant, et je ne veux pas utiliser des mots trop forts, mais en fait, une telle pression, on va dire, notamment des réseaux sociaux, mais du monde qui nous entoure, que c'est vrai qu'en tant que marque ou en tant que personne, avoir une opinion forte est difficile. Ouais. Et vous avez des opinions fortes. Alors, il se trouve qu'elles vont dans le bon sens. mais je trouve ça intéressant d'en discuter avec toi parce qu'en fait, au final, je peux imaginer que tu vois un peu les deux aspects. C'est-à-dire que vous, entre guillemets, vous êtes exactement là où il faut, je pense. Mais il y a des gens qui ne sont pas là où il faut. Ouais. Et comment faire, tu vois, et vous n'avez pas toujours été là où il faut parce que si on se remet à Irène il y a 9 ans, quand tu commençais à parler de, tu vois, je sais pas, trans, etc., je peux imaginer que c'était pas facile. Oui, de grossophobie. Ouais, exactement. Et donc, toi qui as vécu les deux, comment réagir en fait quand on est dans une situation où en fait on n'est pas exactement dans l'air du temps et qu'on se pose ces questions? Il y a plusieurs choses. Alors, quand tu es trop en avance, ce qui est intéressant, c'est l'éveil que tu peux créer. C'est-à-dire que tu dis... en fait, tu invites les gens à juste regarder une situation nouvelle en disant « Mais tu crois pas que, tu trouves pas que, ça serait pas intéressant ?» Donc, c'est intéressant cette posture d'être en avance parce qu'elle est dans l'éveil. C'est-à-dire que toutes les personnes que tu confrontes à un nouveau discours qu'ils n'ont jamais entendu, tout d'un coup, ils ouvrent leur chakra et ils disent « Ah, c'est intéressant cette perspective, je n'avais pas envisagé comme ça. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas remarqué que l'expérience d'une femme qui porte le voile dans son quotidien pourrait être complètement différente de la mienne parce que forcément, je vis la mienne, donc je ne peux pas savoir, mais c'est intéressant d'entendre ce témoignage et tout. » Donc toute la partie en avance, elle est très intéressante, elle éveille, elle met du temps avant de se généraliser pour que... Mais tu as cette place de dire... vis-à-vis des marques, c'est de dire voilà, juste ouvrez les yeux, il se passe des choses, c'est intéressant, et puis il y a des gens qui répondent positivement et c'est comme ça qui fait que nous on a réussi à grandir. Quand tu es plus dans le wagon de derrière, donc celui qui justement a envie d'y aller mais qui est pour le coup pas en retard mais voilà, n'ose pas par peur pour plein de raisons, je pense qu'il faut aller là où c'est fluide et naturel et du coup déjà apprendre, c'est-à-dire peut-être lire quelques bouquins, regarder quelques vidéos, essayer de voir qu'est-ce qui nous touche dans nous. Donc je dirais par exemple, moi si j'étais à la tête d'une marque aujourd'hui et que j'avais pas du tout parlé de diversité jusqu'à présent, je me dirais voilà, je vais voir des contenus, je m'enseigne et puis à un moment donné il y a quelque chose qui va résonner avec mon histoire. D'une façon comme d'une autre, il y aura une passerelle qui va se créer et je vais pas faire un plan énorme de diversité sur ma prochaine campagne. Je vais juste essayer de créer une première connexion entre la marque et ce truc qui a résonné en moi d'une personne peut-être qui avait des points communs avec l'histoire de ma marque et créer une première passerelle parce que les gens, ce qu'ils sentent, c'est quand c'est naturel. C'est-à-dire que ce qu'ils sentent, c'est quand c'est fabriqué. Et en fait, t'adores quand tu sens que quelqu'un... T'as l'impression qu'elle ment pas. T'as l'impression qu'elle
elle est totalement elle-même, ce qu'elle sort, c'est pas calculé, etc. Il y a quelque chose qui te touche, en fait, et qui te fait connecter avec elle. Et je pense que c'est pareil pour les marques, c'est-à-dire qu'on a besoin de sentir que c'est pas quelque chose qui a été placé là, parce qu'il faut faire ça comme ça, mais que c'est plutôt une rencontre. Moi, j'aime bien voir les histoires de marques où... ils ont, je sais pas, créé un truc autour de la musique. Ils ont soutenu, on va dire, un petit festival et puis ils ont poussé quelques des artistes. Et puis au bout d'un moment, tout d'un coup, il y a une artiste en particulier avec qui, je sais pas, elle a dit « Ah, mais moi, j'aimerais bien un jour travailler sur une collab de rouge à lèvres. » Et puis ils se disent « Bah tiens, pourquoi pas ?» Et puis tout se fait de manière très fluide, en fait. Et je pense qu'il faut essayer de recréer des passerelles de rencontres et ensuite voir là où c'est fluide, en fait. Et ça fait pas gros plan de communication, mais en même temps, c'est ce qui sonnera le plus juste. Et même pour la personne concernée en face ou pour les personnes qui sont impliquées dans les projets, de sentir qu'on est arrivé là par curiosité au départ et puis qu'il y a eu des appétences communes qui font que il n'y a pas de hasard sur le fait qu'on soit réunis autour de ce projet, de cette campagne, ce podcast, je ne sais quoi. Je pense qu'essayer de trouver tous ces points de connexion qui sont naturels et qui ne sont pas forcés, en fait. Hyper clair. Pour terminer, Irène, j'ai un petit jeu que j'aime bien, c'est mon crible. C'est des questions que je pose un peu à chaque fois et qui sont, tu verras, différentes, plus perso. Okay. La première, c'est est-ce qu'il y a un échec, une difficulté, un moment de doute que tu aurais vécu qui a été un peu ton grand échec, dont tu pourrais me parler et surtout les enseignements que tu en as tirés? Alors, je dirais que c'était justement fin 2019. Alors, c'est pas un échec professionnel, mais c'est vrai que c'est un moment qui m'a marqué, je pense qu'il est tournant de plein de choses. Je suis dans la 10e année de Paulette. On est dans la meilleure année qu'on ait jamais fait. En plus, on s'internationalise. On a fait une semaine de pop-up store à New York qui cartonne. On a fait plein de choses, un event à Londres, on fête notre anniversaire à Paris, c'est complètement la folie. Et en fait, là, moi, physiquement, tout d'un coup, je craque. Et je craque sans comprendre ce qui se passe. De nature, je suis quelqu'un de plutôt hyperactif. Ça se sent. Une grosse, voilà. J'en ai sous le capot, une grosse capacité de travail. Et là, alors qu'il n'y a pas de problème d'un point de vue... travail, société et tout, je craque et je suis à terre devant mes équipes. C'est-à-dire que tu craques, genre, qu'est-ce qui se passe, en fait, quoi? j'ai un point dans la poitrine qui fait que je respire plus et je suis obligée de m'allonger. Et tu t'allonges par terre alors que tu es avec tes équipes. Voilà, dans ce grand loft new-yorkais où on incroyable. était. Et donc, je suis très gênée déjà, premier point, parce que je sais pas ce qui se passe. Mais tu dois être flippée aussi un peu, non? Je flippe de pas savoir ce qui se passe aussi, parce que pourtant, je suis là, genre, en fait, je fais pas une crise cardiaque. Dans ta tête, il te dit plein de trucs. Et je comprends pas. Et en fait... tout s'est bien passé sur cette semaine-là. J'avais du stress, mais comme d'habitude, j'ai pas compris. Et ça s'est répété à plusieurs reprises. Et je rentre à Paris, je fais cette semaine anniversaire de folie, pareil. Et là, pareil, mon corps me fait des sortes de sursauts. Et derrière a suivi très rapidement ma rupture, qui n'était pas prévue, vraiment qui m'est tombée dessus. C'est-à-dire que je pense qu'à part si mon corps l'a senti, moi, ma tête, elle savait pas. Ta rupture amoureuse. Voilà, ma rupture amoureuse. Et c'est 15 ans d'histoire quand même. Qui s'écroule d'un coup. Et en fait, là, je me rends compte... que effectivement je me suis peut-être complètement oubliée, c'est-à-dire que même si j'étais très épanouie dans mon travail, que j'avais l'impression d'être très épanouie dans mon couple, c'était peut-être des impressions, mais qu'en fait je m'étais peut-être complètement, je pense, sentiment d'être sortie de son corps, tu sais, où t'es là, il se passe plein de trucs, mais t'es plus là, t'es plus dans la santé, tu sens plus quand c'est trop, tu vois, et du coup il faut que tu sois littéralement mise à terre pour te rendre compte que c'est trop. Et donc, j'avoue que là, ça a été un choc énorme et où je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, j'ai tenu trop longtemps justement dans ce sacrifice de moi-même. Et à quel prix, alors que j'étais dans une lancée, je vais faire des enfants, ça y est, maintenant ça cartonne, genre, j'ai plus de questions à me poser, etc. Et là, je recommence tout à zéro. Et là, j'ai 35 ans et je me dis, OK. Et là, arrive 2020, le Covid, qui en plus... vient mettre une grosse claque dans le travail, qui vient mettre à mal, parce que les annonceurs du jour au lendemain, ils disent « Ok, on communique plus rien », tout le monde est en panique, normal. Et moi, je suis là genre « Ok, donc le travail, ça fait flipper, la vie personnelle, je suis toute seule, je suis confinée. » Et là, le son, ça a été de dire « Ok, j'étais confinée toute seule chez moi à Paris et j'ai fait de la méditation, du sport. J'ai lu énormément. Je crois j'ai jamais fait autant de développement personnel de ma vie, mais toute seule un peu. Et en fait, je me suis pas soignée, mais je me suis mise sur le chemin du healing, du lâcher prise, de sortir de cette sorte d'illusion comme quoi tu contrôles. Tu vois, ce truc
qui te fait croire que tu peux tout contrôler, ta vie, ton rythme, le moment où tu vas avoir un enfant, le succès de ta société, que tout est dans tes mains. Et en fait, là, j'ai réalisé, justement, avec cette année 2020 et encore aujourd'hui, que, en fait, tu as un pouvoir d'action, mais tout n'est pas dans tes mains. Et c'est même de l'humilité que de le reconnaître, et que la vie joue aussi son rôle, qu'il y a plein de choses qui sont extérieures que tu ne peux pas du tout contrôler, et que, en fait, il faut l'accepter, il faut être dans l'acceptation, le lâcher-prise de tout ça, et avancer avec beaucoup plus de légèreté, en fait. Moins de gravité, moins de lourdeur, moins de... Et donc, en fait, finalement, j'ai vraiment l'impression que c'est cet épisode qui m'a permis, finalement, de gérer aujourd'hui, des fois, des difficultés avec beaucoup plus de détachement. Pas parce que, ça y est, j'ai réussi, donc je suis détachée. Pas du tout, parce que c'est très difficile pour nous en ce moment. Mais parce que, tout simplement, j'accepte qu'il peut se passer plein de choses et qu'en fin de compte, je vais donner le meilleur de moi-même. Mais si un truc ne fonctionne pas, c'est pas grave en fait, tu vois. Et ça, c'était incroyable. C'est l'âge de la sagesse, j'ai l'impression. Hein. Mais écoute, je sais pas, je rentre dans une nouvelle décennie, je crois. Dis-moi, ce moment en fait de déconnexion et puis de recentrage en fait sur toi-même, j'ai l'impression que c'est complètement l'opposé de ce que tu avais fait avant, où tu étais dans l'action, en permanence, les rencontres, enfin tu vois, l'énergie, on sent que tu es quelqu'un d'une énergie mais folle. Et là, en fait, tout d'un coup, un peu contrainte et forcée aussi par le Covid, quoi, tout d'un coup, et puis par la rupture, tu te retrouves seule avec toi-même. Ouais. Et là, tu sais plus c'est qui, moi, en fait. Tu te dis genre, waouh, c'est très difficile. Enfin, entre le trou que te laisse ta rupture amoureuse et le fait de se dire, ok, heureusement j'ai mes équipes, heureusement c'est pas arrêté de travailler, et qu'on était tous super connectés les uns des autres, malgré tout, enfin, tu dois te regarder dans le miroir, te dire, ok, comment je passe à cette nouvelle étape de ma vie, en fait. Et tu vis au jour le jour ce qu'on a tous été contraints de faire et qu'on est encore un peu aujourd'hui. Voilà, c'est très dur de faire des plans sur la comète à plus de 6 mois. Tu prévois, mais tu sais avec beaucoup de flexibilité que ça peut changer. Hein. Et du coup, en fait, moi, je remercie vraiment cette épreuve que j'ai vécue de me dire, ok, j'ai appris le lâcher-prise, quoi. Mais merci, c'est un cadeau. Parce qu'en fin de compte, en étant dans l'hyperactivité et le fait de faire plein de choses et de me dire que tout reposait sur mes épaules et que si quelque chose ne se passait pas parce que je n'avais pas été assez, je sais pas, soit assez persévérante, soit assez motivante, soit assez séduisante, soit assez tout ce que tu veux pour que ce contrat soit signé, ce truc ait marché ou quoi que ce soit, tout d'un coup, je m'enlève un peu de responsabilité. Ça fait du bien, en fait. Je me dis, en fait, tout dépend pas de moi. Et oui merci. Mais c'est un poids, quoi, qui se lève. Et du coup, je me dis, fais de ton mieux tous les jours et ce qui se passe, en fait. Ce qui doit arriver va arriver et va avec le flow plutôt que de... En fait, je crois qu'on nous apprend vraiment que le succès et la réussite, tout ça, c'est quelque chose pour lequel il faut se battre. Et donc, en fait, là, j'ai compris que j'ai plus envie de me battre. J'ai envie que ce soit fluide, en fait. Fluide, naturel. Si on pouvait avoir du succès, que ça soit simple. Voilà. Et ça, franchement, c'est passionnant. Et quand tu lis, il y a des podcasts américains que j'écoute. J'ai pas de nom parce que je suis très random sur le truc, mais la simplicité et la fluidité, j'ai l'impression que c'est là où est le succès, en fait. C'est quand une porte s'ouvre pas, ça sert à rien de frapper pendant 1 heure, elle s'ouvre pas, c'est qu'il y en a une autre qui doit s'ouvrir. Et plus vite tu comprends que tu dois aller à une autre, plus vite tu y arrives, en fait. Donc, ouais... C'est vraiment démonter cet ego qui nous fait mal et qui nous fait violence finalement de toute cette dureté en fait. Non, c'est hyper intéressant. Je le dis, mais en même temps, je me dis genre... c'est comme si je réfléchissais à autre. Je te préviens, ce podcast, c'est toujours... Ça vrille en psy à la fin. Okay. C'est normal, c'est tout à fait normal. Du coup, d'ailleurs, je te pose une deuxième question qui va aussi certainement susciter de la réflexion. C'est s'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie pro, perso, ça serait quoi ? Qu'est-ce que tu referais différemment ? Comme plein de gens, je pense, j'ai tendance à dire que moi, mes apprentissages, ce qu'on appelle des erreurs, je les vois comme des apprentissages. Donc, je déferai pas de choses. Je déferai pas de choses parce que vraiment, tout m'a appris plein de trucs, même les erreurs de management, parce que j'ai appris le management sur le tas avec des gens qui avaient mon âge. C'était très dur. Enfin, je veux dire, la gestion d'équipe, c'est quelque chose qu'on ne t'apprend pas en école d'art, déjà. Dommage. Non, et clairement, quand tu as un âme plus d'artiste et que tout d'un coup, tu dois manager des gens, c'est très dur. Donc, on pourrait dire que j'ai fait des erreurs de management, mais en même temps, elles m'ont appris à être, je pense, une meilleure manager aujourd'hui. Donc, je crois que je déferai rien. J'ai vraiment l'impression qu'on a un chemin et celui-là, c'était le mien.
Et je l'ai vécu comme ça. Franchement, c'est pas de l'ego de dire ça. C'est vraiment de me dire que, ouais, au contraire, j'ai envie d'apprendre. Donc, c'est via ces erreurs-là aussi qu'on apprend. Donc, Ce qui se passe, voilà, c'est toi c'est ça. qui l'as dit. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots qui te portent ou un message simplement que tu aimerais partager avec nous, mais voilà, quelque chose qui te tient à cœur, tu vois, un peu au quotidien? Bah, moi, c'est cette phrase que j'aime bien. Alors moi, j'adore les mantras. Je suis vraiment une fille à mantras, donc j'en poste tout le temps plein sur mon Instagram. Il y en a une, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'impossible, c'est qu'une opinion. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me suit parce que, déjà, si j'avais dit, enfin, quand j'ai dit à 23 ans que je voulais créer un magazine qui serait dans les kiosques à côté d'un Glamour ou d'un Vogue, et que je sortais de nulle part, j'avais pas de réseau, j'étais une petite meuf de banlieue qui grandissait avec une maman qui parlait pas le français, enfin, tu vois, j'étais... C'est sûr que t'avais pas toutes les cartes en main, t'avais pas une paire d'as, quoi. Voilà, qui aurait dit que mon mag il serait dans les kiosques à côté des autres? Personne. Ouais. Et si j'avais écouté des voix qui disent mais c'est pas possible, enfin en plus tu crées ça sans argent, enfin j'aurais rien fait. Donc moi je suis vraiment quand quelqu'un dit quelque chose est impossible, c'est son point de vue. Et puis c'est sa manière, c'est avec sa manière de faire, la manière traditionnelle. Toi, tu l'as fait différemment, donc tu l'as fait à ta manière et ça a marché. Et vraiment, c'est une question de point de vue. Et on a tous un prisme qui est lié à l'espace où on se trouve, à l'expérience qu'on a eue jusqu'au présent. Donc, il faut respecter le point de vue de l'autre, mais c'est que son point de vue. Et pour moi, la notion d'impossible, c'est un point de vue. Il n'y a qu'à voir, quand le mec qui a créé l'avion, on lui a dit que les hommes ne pouvaient pas voler, c'était impossible. Aujourd'hui, on vole tous tranquilles, en fait. Donc oui, on vole peut-être pas de nos propres bras encore. Peut-être bientôt. Mais voilà, c'est pas impossible, en fait. Donc moi, vraiment, ce truc... parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des freins en entendant les peurs que les autres projettent sur eux, en fin de compte. Et c'est-à-dire, quand on croit en quelque chose... en fait, déjà, le fait d'y croire, c'est qu'il existe, en fait, dans l'invisible. Mais c'est déjà une grosse partie du sujet, en fait. Donc, c'est clair. Encore 2 questions. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée, c'est-à-dire quelque chose que tu crois, voilà, et que tu constates qu'autour de toi, la société, ton entourage, ta famille, peu importe, globalement, pense différemment? Croyance. Non, je pense que ce qui est le plus dur, c'est que moi, justement, avec ce lâcher-prise, j'essaye vraiment de développer ma paix intérieure. et c'est vrai que c'est justement le sujet de notre prochain numéro Paulette qui sort en septembre, la paix, vaste sujet. et en fait, c'est pas controversé, mais j'ai l'impression, justement, quand tu es très engagé, ce qui est mon cas, ce qui est le cas de mes équipes et tout, malgré tout, tu dois... Des fois, c'est très difficile de penser à sa santé mentale tout en étant engagé, ou c'est très difficile de trouver la paix tout en étant en colère. Enfin, il y a ce truc, cette dualité, etc. Et des fois, les gens ont l'impression que si tu n'es pas en colère ou si tu n'es pas en train de te battre, c'est comme si le sujet ne te touchait pas. Enfin, il y a quelque chose qui est dur entre les gens qui sont dans la douleur. Enfin, en fait, c'est très dur. Alors, comment expliquer ce que je veux dire? Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a ce truc de se dire que la paix, elle est en chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, il y a des exemples incroyables de personnes qui ont été torturées ou en prison pour des mauvaises raisons ou des choses comme ça, qui ont réussi à trouver en eux des ressources pour pouvoir poser quand même malgré tout un regard bienveillant sur tout ce qui leur arrive, même les choses les plus horribles, en fait. Et en fait, je trouve que c'est vrai que c'est facile de dire ça quand toi, il t'arrive pas un truc horrible. Mais après, je pense qu'on a tous dans nos vies des expériences traumatiques, quelles qu'elles soient. Et je comparerai jamais les traumas parce que je trouve que quand t'es blessé, quand t'es dans la souffrance, quelle qu'elle soit, ça fait mal chez tout le monde, en fait. Et c'est vrai que se dire que voilà, c'est un choix que de rester dans un état de mal-être. C'est vrai que ça peut être controversé de dire ça parce que quand tu es sous antidépresseur, tu choisis pas d'être j'ai bien conscience de la notion de maladie, mais j'ai la force de l'esprit, la force de l'intention. Moi, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Et du fait de se dire que ça demande beaucoup d'efforts que de dire voilà, cette pensée négative ou limitante qui me traverse, je vais pas lui laisser prendre le pouvoir sur moi parce que ça va nourrir en fait mon ego et mon besoin de division entre le fait que moi et l'autre on n'est pas pareil et que en fait moi je suis mieux ou bien moi je suis moins ou bien je suis pire, et du coup en fait ça va créer mon état finalement
de colère, de dépression, ouais, ou bien de supériorité. Enfin, et en fait, ça, ce sont des choix. C'est des micro-choix que tu fais en laissant place à ce que ces pensées prennent plus de place en toi plutôt que des pensées de bienveillance, d'amour ou juste de lâcher prise, d'acceptation. Et donc, en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point ils font tous les jours des millions de micro-choix qui définissent leur état. Et du coup, on met souvent la responsabilité de notre état sur l'extérieur. Ouais, sur à cause des gens, à cause de l'environnement, à cause de la société, à cause de plein de choses. Et je sais que c'est très dur à entendre parce que, évidemment, que tout a un impact sur nous. Et que subir de la discrimination, ça a un impact sur nous. Subir du sexisme, subir de la violence, ça a un impact sur nous. Cependant, on a un pouvoir en nous qui est plus fort que ça et qu'on peut surmonter. Et encore une fois, il y a des millions de biopics, d'histoires, de témoignages qui le prouvent. Et je trouve que faut pas attendre d'être victime de quelque chose pour se rendre compte de ça. Il y a des gens qui vivent des expériences de mort imminente, tu vois, et qui réalisent à ce moment-là qu'en fin de compte, le regard qu'ils posent sur la vie, c'est eux qui décident. Et moi, je me suis rendu compte peut-être que c'est via ce choc, hein, je te dis pas, j'en sais rien, que en fait, c'est moi qui décide de dire que quand il pleut, c'est pas grave, c'est pas une mauvaise journée, tu vois. Ça paraît super con et cliché, hein, mais je prends l'exemple le plus grossier qui soit. C'est le regard que tu poses sur les choses définissent ton état aussi, en fait. Et du coup, ça, c'est en nous. Donc, ce sont des choix. Et notre responsabilité, elle est là aussi. Donc, voilà. Un épisode que j'avais fait qui était assez inspirant, en tout cas pour moi, c'était avec Philippe Croison, je ne sais pas si tu vois qui c'est, donc qui est quelqu'un qui a été en fait, amputé des 4 membres et qui pour autant en fait, donc, a fait une dépression quand c'est arrivé parce qu'il s'est dit ma vie est foutue. Bien sûr. Et qui a réussi justement à se rendre compte que c'était pas une chance, mais en tout cas qu'il allait pouvoir vivre avec et qu'il allait quand même pouvoir avoir une vie extraordinaire. Et aujourd'hui, Philippe Croison, il a quand même tweeté à Elon Musk, je vais aller sur la Lune. Et là, en ce moment, il fait la une de Paris Match parce qu'il va pouvoir le faire. Elon Musk a répondu à son tweet. Comme quoi, tu vois, c'est assez fou. Et lui, justement, tout son message, c'est de dire, comme tu le dis justement, c'est pas que dans notre tête, mais quand même, il y a vraiment, vraiment aussi une manière de voir le monde qui va faire qu'on peut être bien ou pas. Il y a d'autres choses, bien sûr, mais quand même, ça y contribue beaucoup. Et je trouve ça hyper important, en fait, de se rappeler que, voilà, il y a des personnes, en fait, qui ont des souffrances atroces, qui, en fait, sont heureux. Enfin, vraiment. Et c'est assez fou, quoi, quand on y pense. Donc, merci d'avoir partagé cette croyance. De rien. Last but not least, ma dernière question, j'y tiens beaucoup parce que moi, je suis une grande férue de bouquins. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un livre, un objet culturel, sincèrement, ça peut être ce que tu veux, un film, tu vois, qui t'a marqué, que tu relis, qui te plaît vraiment et que tu pourrais partager avec nous? Oui, on avait 2. Alors, forcément, c'est un classique, mais enfin, les 2, c'est des classiques d'ailleurs, mais pour moi, les 4 accords Toltec. Vraiment un livre écrit par un chaman, Michael Ruiz, je crois, autour de 4 accords de vie pour être le plus heureux possible. C'est ces accords qui disent d'essayer d'avoir toujours une parole impeccable, de jamais avoir un mot qui va au-dessus de l'autre et voilà, faire de ton mieux tous les jours. Ne faire aucune supposition et vivre sans faire aucune supposition. Je crois que ça c'est la plus difficile parce qu'on passe notre temps, ça c'est le mental, à mouliner et à interpréter tout, alors que quand ne faire aucune supposition, ça veut dire demander, ne pas avoir peur de dire ce qu'on a envie, etc. Et puis je crois que le dernier c'est ne faire aucune supposition, faire de son mieux, parole impeccable, et le dernier c'était quoi déjà, ne rien prendre personnellement. Oui, fantastique ça aussi. Chaque chose que quelqu'un fait, c'est lié à lui, c'est pas lié à toi. Et donc, j'avoue que quelqu'un qui arrive à faire les 4 n'est juste pas humain. Pour moi, t'es libre de tout conditionnement quand t'arrives à faire les 4. Et moi, ces 4 accords, ils sont écrits sur mon frigo, quoi. C'est-à-dire que je les lis tous les matins. Alors, j'arrive pas à les appliquer en permanence parce que je suis un être humain comme tout le monde, donc forcément. Mais j'essaie de m'en rappeler le plus possible. Quand une situation se passe, je me dis toujours, ok, là, et après, des fois, voilà, des choses qui t'emportent, mais c'est vrai que le plus possible, ça m'accompagne. Et l'autre truc qui est un peu... c'est Truman Show, le film avec Jim Carrey. Ouais. J'adore ce film, je le trouve exceptionnel. Je trouve qu'il est incroyable de philosophie. Il faudrait juste que je le remate récemment. Mais voilà, il vit dans une réalité fausse, en fait. Et ça le rend fou parce qu'il s'en rend compte. Et je trouve que c'est une belle allégorie, des fois, du monde dans lequel on est enfermé. On a l'impression que tout doit être d'une certaine façon, qu'il y a des schémas répétitifs, il y a des trucs... Et je sais pas, j'adore ce film autant par son esthétique que par son message, et je trouve qu'il invite à re-questionner en fait toujours son prisme de lecture.
C'est-à-dire que des fois, il y a une interaction, il se passe quelque chose, une scène du quotidien. Si tu décides de la regarder sous un autre prisme, elle est complètement différente, en fait. Et moi, dans cette idée de garder l'esprit toujours ouvert, essayer de sortir de son monoprisme de lecture d'une situation, je trouve que c'est de l'intelligence qui nous amène aussi, nous, à mieux comprendre tout, quoi, nos interactions, le monde dans lequel on est et tout. Donc, j'aime beaucoup ce film pour ça aussi. Écoute, ça me donne envie de le revoir. Je l'ai vu il y a fort longtemps et c'est vrai que j'avais pas pensé à y mettre un angle, on va dire, de développement personnel. Et du coup, ça me titille un peu. Ouais. Irène, merci. C'était passionnant. On pourrait encore te poser des milliers de questions, mais je vais respecter ton temps. C'était vraiment super. Si on veut te retrouver quand même, donc on va évidemment dévorer Paulette, on va sur tous les réseaux sociaux où vous êtes présents. Ouais. Mais toi, à titre plus perso, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Et ben moi, on peut me trouver sur Insta, Irène Olzac, où je poste des inspirations artistiques, des quotes et ma vie en stories. Très bien. Et ma vie entre Marseille et Paris. Un peu de LinkedIn aussi quand même. Et du LinkedIn, voilà, c'est ce que j'allais dire. LinkedIn et Instagram, c'est un peu mes deux supports. Je suis plus du tout active sur Twitter et je suis plus du tout active sur Facebook, mais c'est un peu mes deux supports de prédilection. Merci beaucoup Irène. Merci à toi.